Bonjour et bienvenue sur le plateau TV d'Imotissimo 2018. Le salon vient d'ouvrir ses portes ce vendredi 16 mars et nous nous entamons une série d'émissions thématiques pour essayer d'explorer le monde de l'immobilier, du neuf, de l'ancien et bien sûr le monde des maisons individuelles parce que l'on parle souvent d'appartements et on parlera aussi de maisons individuelles. Pour cette première émission, nous allons nous intéresser à l'investissement locatif et voir comment le sécuriser au maximum. Si l'investissement locatif est un excellent moyen de se constituer un patrimoine, il n'est toutefois pas exempt de risques. En effet, l'opération réclame de répondre à un véritable cahier des charges pour en éviter de nombreux écueils. Et la meilleure protection, finalement, c'est de respecter scrupuleusement quelques règles d'or que nous allons voir ensemble avec Émilie Cheval, qui est avocate. Bonjour. Bonjour Georges. Et bienvenue. Merci. Donc sécuriser son investissement immobilier, peut-être avant de développer, se dire qu'une opération immobilière, quelle qu'elle soit, pour faire un patrimoine ou pour acheter pour soi, n'est jamais totalement sécurisée. Une opération immobilière n'est jamais totalement sécurisée. Avant, il faut évidemment commencer par se poser les bonnes questions. Il y a toujours un risque. C'est inhérent à l'investissement. D'abord, il faut toujours faire le rapport entre le prix d'achat de l'investissement et la rentabilité que ça va générer, donc en fait le loyer. C'est primordial, mais ce n'est pas suffisant, puisque évidemment, en cas d'investissement locatif, vous pourrez avoir des vacances locatives, vous pouvez avoir des loyers impayés, des dépenses imprévues qui finalement constituent autant d'épées de Damoclès qui peuvent mettre en cause la rentabilité du projet. Oui, là ce qu'on dit tout simplement, c'est que ce n'est pas un acte neutre d'acheter, louer, rentabiliser. Il faut s'investir. Voilà, exactement. Il y a un investissement d'abord financier, mais également un investissement personnel. Il faut savoir que ça ne va pas se dérouler tout seul. Il y a un investissement financier, mais nécessairement, il y aura aussi des ennuis pour le propriétaire. À partir du moment où il est bailleur, il y a forcément un investissement personnel de la part de l'investisseur. Et vous dites aussi qu'il faut faire le distinguo, finalement, quand on défiscalise, par exemple, entre ce qu'on achète, ou du moins la méthode qui nous amène à l'acte d'achat et ce qu'on recherche exactement comme but, c'est-à-dire de défiscaliser. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont d'un côté et de l'autre de la barrière. Oui, il faut évidemment s'interroger sur le but qui est recherché par l'investisseur. Est-ce que le but, c'est uniquement d'investir dans l'immobilier pour se créer un patrimoine, ou est-ce qu'à côté, il y a aussi un objectif de défiscalisation? Dans ce cas-là, les produits qui vont être proposés à l'investisseur ne seront pas les mêmes, et ce n'est pas les mêmes questions non plus qu'il faut se poser. Sachant que quand on cherche une défiscalisation, il faut toujours garder à l'esprit que le vendeur ou le promoteur ou l'agent immobilier n'est pas un conseiller fiscal, ça reste un vendeur. Donc il faut être assez vigilant pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau. Oui, parce qu'une fois qu'on a acheté, il faut louer, bien louer. Et bon, alors on va développer un petit peu. Mais oui, et voilà. puis surtout, l'objectif de défiscalisation, ça reste un objectif, mais il ne va pas forcément être atteint. Donc si le but c'est vraiment exclusivement de défiscaliser, il faut être extrêmement vigilant, parce que si tout n'est pas respecté, vous perdez totalement le bénéfice de cette défiscalisation. Alors quels sont les types d'investissements dans le neuf? On commencera par le neuf. Alors, dans le neuf, il y a d'abord le plus classique, c'est ce qu'on appelle la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement. Donc c'est un immeuble que vous achetez sur plan auprès d'un promoteur. En général, ce sont des achats classiques et puis avec lesquels vous avez énormément de garanties. C'est-à-dire que vous avez une assurance de dommages ouvrages, vous avez l'assurance décennale, donc ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, donc ça c'est pour les immeubles collectifs généralement. Ensuite, vous avez le contrat de construction de maisons individuelles. Là, c'est autre chose, c'est vraiment soumis à un statut impératif qui est très protecteur de l'acquéreur, mais l'acquéreur qui donc achète ce bien immobilier doit être vigilant de bien vérifier si c'est effectivement un contrat de construction de maison individuelle qui répond à la législation en la matière. Si ce n'est pas un contrat de construction de maison individuelle, vous n'avez pas les garanties et là, ça peut être très gênant. Donc vraiment, si vous faites construire une maison individuelle, soyez vigilants là-dessus. Là, vous faites le distinguo finalement entre un promoteur de maison individuelle et puis un constructeur plutôt artisan qui va faire une maison pour vous. Alors, le constructeur qui est plutôt artisan, qui va faire une maison pour vous, si vous achetez une maison sur plan et qu'il vous fait le truc clé en main, il doit nécessairement vous faire signer un contrat de construction de maison individuelle. Mais on se rend compte qu'il y a encore, la plupart des constructeurs, évidemment, présentent toutes les garanties légales. En revanche, si c'est un petit constructeur ou si c'est un petit artisan,
vérifier qu'il vous fait bien signer un contrat de construction de maison individuelle et qu'il est bien assuré pour ce type d'activité, parce que c'est toujours pareil, si on vous montre un contrat d'assurance décennale qui va vous garantir en cas de désordre, mais que l'activité de constructeur de maison individuelle n'est pas assurée, vous n'aurez aucune garantie s'il y a des malfaçons sur votre immeuble. Donc vraiment, il faut vérifier absolument l'attestation d'assurance. Alors, parlons justement des précautions à prendre quand on veut défiscaliser. Là, on est sur, bien sûr, la loi Pinel, pour l'instant. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça, voilà. Oui, Pinel a été reconduit, donc là de mémoire, ça a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2021. L'avantage de Pinel, c'est qu'il y a toujours un programme de défiscalisation qui va permettre donc de booster les ventes de biens immobiliers neufs. Encore une fois, il faut garder à l'esprit que le promoteur, le vendeur, vend un immeuble et pas une défiscalisation. Même si c'est alléchant, bien sûr. Oui, c'est alléchant. En fait, il faut savoir que la défiscalisation, c'est en fait un argument commercial. Mais techniquement, le vendeur, le promoteur ne s'engagera jamais sur cette défiscalisation. Oui, en fait, celui qui achète est d'abord un contribuable. C'est-à-dire qu'il va effectivement défiscaliser, mais une fois que le bien a été acheté, il est face à l'administration fiscale et il doit remplir un certain nombre d'obligations pour bénéficier de sa défisque. Exactement, et ça c'est à lui de le faire, donc c'est à lui d'être vigilant. Vraiment, la défiscalisation qui sera mise en avant par le vendeur, ça sera un argument commercial. Pour le reste, pour la défiscalisation, pour l'obtenir concrètement et pas avoir après de rattrapage fiscal, c'est à l'investisseur de faire le travail. Donc d'abord, la première chose, c'est de vérifier précisément les conditions d'application du dispositif. Donc, par exemple, pour Pinel, il y a un délai d'achèvement du logement qui est de 30 mois à compter de la signature de l'acte authentique. Donc ça, si ce n'est pas respecté, potentiellement, on perd l'avantage fiscal. Ensuite, il faut vérifier que le bien acquis répond au niveau de performance énergétique exigé. Donc, il faut que ce soit BBC. Enfin, là, vraiment, ça, c'est à voir et se le faire vraiment confirmer et écrire par le promoteur. Ensuite, bien vérifier que le bien se situe dans une zone géographique éligible au dispositif. Et enfin, et surtout, ne pas omettre de satisfaire à ses obligations déclaratives. Je m'explique. Lorsque vous voulez bénéficier du dispositif Pinel, vous devez vous engager à louer le bien immobilier sur un certain nombre d'années. La première chose à faire, c'est donc de faire un courrier. Donc c'est un formulaire que vous trouvez, un CERFA, voilà, exactement, que vous trouvez sur Internet, comme tous les documents CERFA maintenant, qu'il faut envoyer à l'administration fiscale pour dire voilà, je m'engage à louer mon bien pour 6 ans, 9 ans, 12 ans. Si ce courrier, cette lettre d'intention, cet engagement n'est pas réalisé, vous pouvez perdre tout votre avantage fiscal. Alors, on va peut-être prendre 2 exemples de ce qui peut se mal passer, comme on dit, quand on ne fait pas tout ce qu'il faut pour déclarer à l'administration fiscale le dispositif dont on veut bénéficier. Et oui, parce que forcément, vous achetez auprès d'un promoteur qui vous dit oui, c'est super, vous allez bénéficier du Dorobien, du Borloo, maintenant à un moment du Flo, maintenant du Pinel. Mais donc, comme je disais, il ne va pas faire le travail à votre place. Et j'ai eu un client qui, en effet, malheureusement pour lui, avait un programme qui était totalement éligible. Donc à l'époque, je pense que c'était le Robien de Recentré. Il avait loué son logement donc, conformément aux exigences de la loi pour bénéficier de l'avantage fiscal. En revanche, il avait simplement oublié d'envoyer l'engagement de location, alors qu'il avait loué, effectivement, il avait loué. Donc ça, malheureusement pour lui, il ne l'avait pas fait. Donc il a perdu l'entier bénéfice de la défiscalisation. Et puis dans ces cas-là, attention, l'administration fiscale rigole pas du tout. Il faut tout rembourser jusqu'au dernier centime. Et il faut se battre pour prouver qu'on était de bonne foi, pour ne pas avoir en plus des pénalités à payer. Donc s'il y a la moindre chose qui n'est pas respectée, c'est la règle avec l'administration fiscale, ça passe pas. Puis il y a d'autres exemples où, au-delà de ne pas déclarer, effectivement, mais par inadvertance, j'ai bien compris pour ce client-là. Oui, totalement. Au-delà de et ne aussi pas parce déclarer, qu'il n'avait pas, il se reposait finalement sur son vendeur, voilà, le qui vendeur. lui a dit bon, voilà, et le vendeur n'a pas fait ce travail. C'est un promoteur qui est quand même assez connu. On aurait pu attendre de sa part peut-être un petit peu un devoir de conseil là-dessus. Après tout, il vend à ses clients un bien, mais aussi lui faisant miroiter une défiscalisation, et à aucun moment on lui a dit ça, parce que c'est quelqu'un en plus qui gérait ses affaires en bon père de famille et qui était assez diligent.
Bon, on peut faire l'erreur. Puis il y a d'autres cas où effectivement on peut ne pas louer, c'est-à-dire que le bien pour différentes raisons n'est pas loué. Ça c'est le deuxième exemple dont vous voulez nous Oui, parler, où là aussi on se retrouve en position délicate face à l'administration. oui, oui, tout à fait, ça peut arriver. C'est-à-dire que vous vous engagez effectivement à louer par exemple pour 9 ans, et puis pour une raison XY, c'est un cas en même temps que c'est arrivé à un de mes clients, donc c'est un cas dont je peux parler tout à fait concrètement. En l'occurrence, l'immeuble neuf a subi des désordres, donc il y avait des infiltrations. Évidemment, l'appartement qu'ils avaient acquis en VFA et qui s'était engagé à louer ne pouvait plus être occupé puisque c'était pourri, moisi par l'humidité. Il y a eu une expertise judiciaire qui a duré environ 2-3 ans. Ensuite, ils ont assigné les constructeurs pour obtenir l'indemnisation des désordres pour pouvoir remettre en état. Ce qui fait que pendant environ 3 ans, le bien n'a pas été loué. Et malheureusement, l'administration fiscale a là encore demandé des comptes. Vous voyez, ils n'oublient personne. Et ils n'ont pas pu prouver qu'effectivement ils avaient loué le bien pendant cette période et ils ont été rattrapés fiscalement. Voilà, là on voit donc alors qu'ils étaient en plus victimes oui, de malfaçon. De malfaçon et effectivement de désordre dans l'immeuble qu'ils occupaient. Donc on voit là des causes, on va dire, un petit peu oui, endogènes, hein, on peut le dire, ou exogènes dans le cas où effectivement on ne déclare pas à l'administration. Mais on sait aussi qu'il y a une autre contrainte peut-être plus en amont, c'est les plafonnements, c'est les obligations, les contreparties finalement que la DEFISC vous oblige à honorer. Quelles sont-elles? On les rappelle quand même. Oui, le bénéfice d'une défiscalisation s'accompagne de contreparties, enfin, s'accompagne de contraintes. Ça, c'est ce qu'on a vu avant, hein, contraintes à impérativement respecter pour ne pas prendre le risque d'un redressement fiscal, mais également des contreparties qui vont être, par exemple, pour le Pinel, des loyers plafonnés. C'est-à-dire que quand vous étudiez la rentabilité de votre investissement immobilier, il faut se rappeler que si on veut bénéficier du dispositif Pinel, il y a un plafonnement des loyers. Alors, le plafonnement est raisonnable, hein, mais en tout cas, c'est quand même à prendre en compte pour vérifier la rentabilité de l'investissement. Oui, enfin, on est des fois même dans ce qu'on appelle un effort d'épargne, hein, quand on défiscalise. Oui, oui, tout à fait. On défiscalise qu'on fait forcément, qu'on gagne forcément. Ça se calcule sur la longueur. Et puis les ressources du locataire aussi sont soumises à plafonnement. Hein. Exactement. Les ressources donc le loyer est plafonné et les ressources du locataire sont également plafonnées. Alors que c'est pour favoriser en fait l'accès à la location des revenus faibles ou intermédiaires, alors qu'un investisseur, il aura plus tendance à prendre la plus grosse fiche de paie pour louer son bien. Mais je tiens à rassurer les personnes qui nous écoutent, dans le cadre du dispositif Pinel, les plafonds de ressources sont quand même assez élevés. Alors là, on a volontairement graissé le trait, comme on dit, c'est-à-dire que ce sont des cas un peu extrêmes. Il n'en reste pas moins qu'il y a un point précis sur lequel il faut être très vigilant, ce sont les assurances. Les assurances des tiers, de tous ceux qui gravitent autour finalement de l'acheteur. Oui, alors ça c'est au bénéfice de l'acheteur. Donc quand on a toutes les assurances, ça marche plutôt bien. Encore faut-il, comme je le disais avant, vérifier qu'on dispose bien de ces assurances, que les activités sont bien couvertes par l'attestation d'assurance. Généralement, ce type de produit est vendu par des promoteurs immobiliers sous la forme d'une vente en l'état futur d'achèvement, donc la VFA, c'est ce qu'on a vu juste avant, qui permet de bénéficier de garanties classiques telles que la garantie d'achèvement, l'assurance dommage ouvrage et l'assurance décennale. Alors la garantie d'achèvement, c'est celle par laquelle l'assureur prendra le relais du promoteur en cas de liquidation judiciaire de ce dernier. Alors, il faut savoir que ça marche, mais que c'est compliqué. Ça encore, forcément, quand on achète un bien sur plan, on se dit « Ah bah c'est super, la livraison est prévue dans 24 mois, c'est merveilleux, dans 24 mois j'emménage, ou dans 24 mois j'ai un locataire, etc. » Oui, si ça se passe bien. Non, s'il y a, comme dans un cas que j'ai eu récemment, liquidation judiciaire du promoteur, parce que oui, ça arrive, et en l'occurrence, donc c'est la garantie d'achèvement qui avait pris le relais. Je m'explique, le promoteur est en liquidation, il y a cette garantie d'achèvement que les copropriétaires, enfin les investisseurs doivent actionner, et c'est elle qui va prendre le relais et qui va préfinancer la terminaison des travaux. Donc évidemment, ça marche, mais c'est compliqué, c'est lourd à porter, c'est lourd à gérer, et c'est beaucoup plus long qu'une promotion classique. Même cas de figure finalement pour des dommages au bâtiment, des dommages aux biens. Là aussi, on a des assurances dommages ouvrages, des décennales. Là aussi, c'est compliqué. Enfin, ça fonctionne, mais c'est compliqué aussi.
En général, ça fonctionne. Après, comme tout ce qui est litige de bâtiment, souvent il faut passer par une expertise judiciaire, donc ça prend un petit peu de temps. C'est jamais ultra simple, mais les assurances couvrent, encore une fois, hein, sous réserve que les activités garanties soient bien assurées. L'assurance dommage ouvrage, elle assure finalement le préfinancement des réparations des désordres qui sont de nature décennale, mais aussi, et ça c'est important et c'est moins connu, le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant la réception des travaux et après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution de ses obligations. Donc en cas de défaillance de l'entreprise, la dommage ouvrage pourra également intervenir, mais uniquement pour les désordres de nature décennale. Et puis la décennale classique, on va dire. Oui, la décennale classique. Revient au promoteur qui construit un bâtiment et qui doit assurer effectivement le bon maintien du bâtiment qu'il a livré. Oui, alors le promoteur, il est assuré, ce qu'on appelle dans notre jargon CNR, constructeur non réalisateur. Il est tenu d'une obligation de résultat et il est couvert en décennale. Et après, tous les constructeurs, parce que le promoteur ne construit pas lui-même, hein, forcément, il fait appel à une entreprise de gros œuvres, un couvreur, etc. Et toutes ces entreprises vont être couvertes par une assurance de responsabilité décennale qui va couvrir les désordres soit de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, soit les désordres qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage. Alors on a vu donc comment investir et surtout sécuriser son investissement dans le neuf. Parlons un petit peu de l'ancien. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre les deux ? Oui, il y a des grosses différences. Ce ne sera pas du tout les mêmes garanties. Dans l'ancien, quand vous achetez, je ne sais pas moi, un petit appartement ancien ou un immeuble, si vous ne souhaitez pas faire de travaux et vouer ce bien à la location, il faut être prudent. Il faut vérifier que ce bien répond effectivement aux normes de décence pour la location, parce que sinon vous allez le mettre en location et derrière vous risquez d'avoir des gros ennuis avec votre locataire. C'est-à-dire qu'un locataire ne va pas forcément régler ses loyers en indiquant que lui, le logement n'est pas décent ou qu'il y a tel ou tel travaux à faire. Donc s'il y a beaucoup de travaux à faire, ça peut coûter cher. Ensuite, investir dans l'ancien, dans le but finalement de le rénover, ça peut aussi être intéressant parce que vous allez pouvoir faire du déficit foncier. Ça, c'est encore autre chose. Après, il y a tout ce qui est dispositif loi Malraux. Là, ça sera vraiment sur des bâtiments historiques et c'est peut-être le type d'investissement le plus risqué parce qu'autant en VFA, on a beaucoup de garanties, autant ce n'est pas forcément le cas sur la loi Malraux qui est plus destinée, à mon sens, à des investisseurs chevronnés qui vont exactement savoir de quoi ils parlent. Il faut savoir que vous achetez un bien en l'état et après, il faut créer une AFUL, une association qui va gérer elle-même les travaux de réhabilitation. Donc ça nécessite un investissement personnel extrêmement important de la part de l'investisseur, puisqu'il va devoir prendre une part active à cette AFUL, nécessairement. Si un vendeur ou quelqu'un essaie de lui dire le contraire, c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. On a eu beaucoup de dossiers de personnes qui se sont retrouvées en grosse difficulté parce que sur justement ce type d'investissement, l'AFUL confiait des travaux à une entreprise, donc demander des paiements très importants de la part des investisseurs pour pouvoir défiscaliser, parce que le but, un des buts c'était de défiscaliser. Et puis finalement, cette entreprise mettait la clé sous la porte. Donc ça veut dire que les investisseurs ils se retrouvaient avec un petit bout, par exemple, de caserne ou de bâtiment historique, quel qu'il soit, mais que totalement inutilisable. Ils avaient versé parfois 100 000, 200 000 euros de frais pour les travaux et aucun travaux était réalisé. Et ça, c'est très compliqué. Donc vraiment, pour ce type d'investissement, je pense qu'il faut surveiller de très près les garanties qui sont souscrites et notamment, à mon avis, impérativement souscrire une garantie d'achèvement. Sinon, vous n'avez aucune garantie et ça peut très bien se passer, évidemment, mais si ça se passe mal, vous perdez tout. Et les assureurs sont d'accord pour prendre en garantie certains risques dans ce cas-là. Par exemple, si on prend l'exemple d'une caserne ou d'un site qu'on requalifie, c'est quand même plus compliqué, plus touchy, comme on dit, que quand on construit ex nihilo.
Oui, c'est beaucoup c'est beaucoup plus compliqué. Après, à partir du moment où un marché est signé avec une entreprise, l'entreprise a vu les lieux, donne son prix, et c'est un prix forfaitaire. Il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher. Par contre, la difficulté, c'est que vous ne serez pas sur une VFA, donc vous n'avez pas les garanties d'une VFA. C'est pourquoi, moi je recommande en tout cas de vérifier qu'il y a une garantie d'achèvement. Sinon, il faut savoir que vous payez les échéances. Si l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation, vous perdez absolument toutes vos billes. Maître, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur les risques, effectivement, et les précautions surtout à prendre quand on investit. Vous vouliez rajouter quelque chose, Oui, je pense. Je pense un dernier mot pour dire qu'il ne faut pas croire au Père Noël, dans le sens où l'investissement qui ne va rien coûter, qui ne va nécessiter strictement aucun investissement personnel n'existe pas. Et aussi, lorsque l'offre est alléchante et qu'on vous propose des avantages intéressants, vérifiez que c'est contractualisé. Il y a l'argument commercial et il y a vraiment ce qu'on vous vend. Si ce n'est pas écrit dans le contrat, attention, méfiance. Lorsque les documents qui vous sont remis et qui comportent une offre assez alléchante comportent la mention non contractuelle, cela doit vraiment vous alerter. Ça veut dire que c'est un argument commercial et que le vendeur ne s'engage pas à cette prestation. Et laissez-moi prêcher un petit peu pour votre paroisse. On peut aussi consulter un avocat spécialiste qui va vous donner en quelques minutes les conseils de base. Ce n'est pas exclu. Oui, en cas de doute sur un investissement important, je pense qu'effectivement le coût d'un avocat sera totalement accessoire au regard du coût de l'investissement, et ça vous permettra au moins de connaître les tenants et les aboutissants qui sautent absolument pas aux yeux. Il faut savoir, je parlais des investissements Malraux tout à l'heure et de déconvenus qu'ont subi pas mal de nos clients. Ça s'adresse à des investisseurs plutôt avertis. Et les personnes qui se sont retrouvées le bec dans l'eau avec ce type d'investissement étaient des personnes, des chefs d'entreprise, etc. Qui connaissaient pourtant bien le secteur. Qui ne connaissaient pas forcément le secteur, mais c'était en tout cas des personnes qui avaient des fonctions importantes et qui avaient les moyens de prendre des risques, mais qui n'avaient pas mesuré ces risques. Et les tribunaux sont extrêmement sévères avec ce type de personnes, en disant après tout, vous avez voulu défiscaliser, vous avez les moyens, vous êtes chef d'entreprise, vous aviez les moyens intellectuels de voir qu'il n'y avait pas telle ou telle garantie. Donc, en général, les tribunaux ne condamnent pas et ne réparent pas les préjudices subis. Que l'on soit faible ou puissant, on est toujours dans la même situation face à ces problèmes, à ces aléas liés à l'investissement, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Vous l'avez compris, prenez vraiment vos précautions et n'hésitez pas à consulter un spécialiste pour aller plus loin et surtout pour vous garantir des opérations qui ne vous empêchent pas, comme on dit, de dormir la nuit. Maître, merci beaucoup. On se retrouvera ici même pour une nouvelle émission sur le plateau d'Imotissimo TV. À tout à l'heure.